vous allez bien. Moi, je vais bien. Rewena, bonjour. Bénédicte, bonjour. Deadlax, bonjour. Bonjour, bonjour. Shadia, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes dans la Rosée matinale, votre nouvelle émission matinale. Nous sommes en direct sur la RTDS 261 du canal. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, que vous êtes câblés. Restez surtout branchés, nous revenons après Internet. Rosée matinale, l'univers du savoir. La Rosée matinale, l'univers du savoir. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée matinale. Je précise que nous sommes en direct sur la RTDS, le 261 du canal. Et aujourd'hui, nous allons parler en premier de la santé, comme d'habitude. Pour les personnes qui viennent de rejoindre l'aventure, ici c'est la Rosée matinale. Nous sommes là pour arroser vos matinées d'information, de distraction, de divertissement et bien d'autres choses encore. Nous serons là de lundi à vendredi de 6h à 7h30 minutes. Nous passerons donc 1h30 minutes avec vous, 1h30 minutes de gaieté, 1h30 minutes de pur délice, 1h30 minutes de moments ineffables. Bonjour Rewena. Bonjour Régina, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Je vais bien également, merci. Bonjour Bénédicte. Bonjour Régina, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que votre jeudi a bien débuté. Voilà. Voilà. Déjà, ça sera du rose, ça c'est clair. Ouais. Voilà. Jeudi rose. Alors, bonjour Shadia. Bonjour Regina, comment tu vas? Ça peut aller, ce n'est pas à grande forme en réalité, mais bon. Mais ça va aller quand même. Je tiens le coup. Et d'ailleurs, j'adore la robe que Bénédicte a portée ce matin. Tu n'es pas la seule. merci. Sérieusement, ça y va, merveille. Merci. Alors, bonjour le seul coq de la bascule. Ouais, mais vous remarquez qu'elle a l'habitude de faire ça. Elle réserve le meilleur pour la fin. Exactement. Donc si je comprends bien, je suis le meilleur qu'on réserve pour la fin. Je t'envie. Hein. Ça peut changer à tout moment. La cerise sur le Changer gâteau. de sexe. Oui, hein. Elle est jalouse apparemment. Bonjour Régina, comment tu vas? Ça va. Ça va? Bien relax ce matin. Avec toute l'énergie, tu es zen. Bonjour à vous aussi, chers collègues, comment est-ce que vous portez? Ça va bien. Super en forme. Comme vous le voyez, moi je pète la forme, je suis bien calé ce matin. J'espère que vous êtes calé aussi de l'autre côté du 228, peu importe le pays dans lequel vous nous suivez. On vous passe notre salam, comme on le dit ailleurs. Alors, Deadlax, tu Oui. vas bien? Ta santé mentale est... Ouais, est- ça est va, en- ça va, D'accord, ça va. j'aime ça. Ta chemise te va très bien. Ah, Je merci. précise. Merci. Ça ne veut pas dire que vos tenues ne vous vont pas. Je ne veux pas dire ça. Toi, tu as l'habitude d'être jaloux, c'est pour ça que je précise en même temps. Alors Regina, Aujourd'hui- qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Ah, moi, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas envie d'en parler parce que je suis déjà énervée. Je ne vois rien sur la table. Généralement, on a des cakes, on a des gâteaux, comme le dit Deadlight, on a Oui. des cookies. Aujourd'hui, c'est passé quoi? Je ne sais pas. Sérieusement, j'ai pas envie d'en parler. Ah, oui. Sérieusement, j'ai pas envie d'en parler. La rosée n'a pas été rose. Ah, vous avez- Heureusement Comment que moi, j'ai mangé avant d'arriver. Donc, Comme d'habitude. Hier, tu n'as pas mangé, aujourd'hui, tu manges. La dernière fois, tu avais pris du charme, c'est ça? oui, aujourd'hui, oh là là. Souvent, quand je mange très tard dans la nuit, le lendemain, j'ai un creux. Et puis, c'était le cas ce matin. Donc, j'ai pris du bon com. Je l'avais depuis hier, donc ce matin je l'ai réchauffé. Et pour tous les adeptes de com, faites signe et puis je vous file le secret. Waouh! Tôt le matin. À partir d'aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a un secret de com chez Bénédicte. Waouh, c'est intéressant. Et tu rentres dans le cadre alimentaire de Deadlax. Oui. Du com depuis hier que tu prends aujourd'hui. C'est un peu comme Deadlax qui prend de la pâte d'hier. La pâte froide. Il m'a contaminé vu Non, que je c'est suis de à la- côté de C'est un lui. truc comme ça, Ce n'est pas de la contamination, c'est de la corruption. Je l'ai corrompue au point où elle rentre maintenant dans mes habitudes, quoi. Tu vois, tu as laissé ça Tu peux savoir comment il a fait ça? Oui. par télépathie. Par télépathie. La corruption par télépathie, il faudra bien que quelqu'un nous en parle à un moment donné. Alors, Shadia, toi-même, tu as pris quoi aujourd'hui?
Ah, moi, mesdames et messieurs, comme vous le savez, je suis une fan de cuisine. Donc, ce matin, j'ai mangé des gaufres au sucre accompagnés de donuts avec un jus d'orange et j'ai pensé à Deadlas. Mais malheureusement, je n'aurais pas pu l'inviter tôt ce matin, comme on a un débat sur le plateau, mais prochainement, j'y penserai. Mais Voilà. je crois que demain, je vais faire comme elle aussi et puis je vais vous dire ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'elle a cette formule? Oui, je ne vais pas en parler. D'accord. Cette formule-là, sérieusement. La formule faudra que tu la Shadia. vois, parce que- Oui, la formule Shadia. Du genre, Dès j'ai que pensé vous à telle l'entendez. personne, mais je ne pouvais pas l'inviter. Donc, sérieusement, je te prie. C'est de la C'est pas sorcellerie. sorcellerie. Tu Ouais. ne peux pas poser à quelqu'un, tu ne peux pas l'inviter. Voilà Tu des- vas manger à ta J'ai place. Voilà, j'ai déjà, mangé le- pour moi et Deadlas. Au moins, tu as apporté sur le plateau. Justement. Voilà des C'est le jalouses matin. déclarées. C'est le matin. Je suis jalouse sur le quand même. Alors, Parce que c'est de depuis la lundi, Oui, elle nous dis-moi. invite, tu vas manger quoi? Bon, j'ai pas encore mangé. J'avoue que j'ai pas encore mangé. Mais j'ai pas grand faim non plus puisque j'ai cette habitude-là. Mais je refuserai pas si je trouvais quelque chose. Qu'est-ce que tu me proposes là tout de suite? De l'eau. D'accord. Je vais demander à la régie de m'apporter de l'eau sur le plateau en direct pour que je puisse me désaltérer. De l'eau. Y a pas de souci. J'aime ce genre de. Ouais, il a compris, il n'a pas critiqué. Moi, je suis à vous critiquer, mais il est mal parti. Ok, je me tais. Voilà. Révina. Regina. Tu as pris quoi aujourd'hui? Pardon? Tu as pris quoi ce matin? Non. Je n'ai rien mangé. Je n'ai rien pris ce matin. Pour le moment. C'est Shadia qui a ramené cette histoire de prendre quelque chose. Je me souviens parce que moi-même, je ne voulais pas en parler. Déjà que je n'ai rien pris. Après l'émission, tu vas manger aïmol. Vous savez ce qu'on appelle aïmol ici, c'est du riz avec de l'haricot accompagné du piment noir. Riz On avec appelle des saucissons. saucissons d'haricots. Voilà. C'est très très bon. T'as oublié l'assaisonnement principal. À quand? Et puis avec beaucoup de wangash, les fromages africains là. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oh non, ça Non. Les œufs. Ah, Ouais, Et puis les du œufs. poisson. Poisson frit. Voilà. il faudrait pas Il y a pas d'alimentaire. que tu fasses Quoi, avoir tout ça faim. sur un seul plat d'aïmolo. Aïmolo composé C'est de, ce qu'on appelle aïmol ou de, garni. de, de fromage, de fromage Et tu auras la africain, place pour manger à midi? d'œufs, de canami, C'est quoi? Tu de sais tout que ça. l'aïmolo, c'est comme, comment dirais-je? L'entrée. Non, Tu pas veux rejoindre l'entrée, quelqu'un? mais, d'accord. vous voyez, un peu comme le tchèp au Sénégal, l'aïmolo, oui, oui. c'est notre fort en fait. Donc, Donc tu peux manger avec moi toute la journée. pas toute la journée, toi aussi. Moi si quand même. Mais J'adore tellement. D'habitude, quand on prépare du riz aux haricots à la maison, c'est pour midi et la nuit. C'est pour le déjeuner et le dîner. Voilà. Le dîner en même temps. Voilà. Ça, c'est l'Afrique. C'est le fort du Togo. J'aime ça. Dernièrement, j'ai discuté avec quelqu'un, la personne faisait le classement des plats, des spécialités togolaises. Et puis la personne disait, après Akoumé qui est le premier, le second plat, d'accord, au Togo, c'est Aïmolo. Le troisième, c'est le foufou. Et vous laissez où mon com? Ouais, il y a le Kong aussi, mais bon. Généralement, dans le ménage, ce qu'on prépare le plus, à part Akoumé, Ouais, c'est parce Il y que a Aïmolo le et com, puis il y a le c'est pas facile à faire. ça, c'est des spécialités togolaises. Et puisqu'on en parle, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ton plat préféré, dis-moi, Noéna? Moi, j'aime le yassa. Le yassa, c'est du riz blanc accompagné de sauce wagyu avec du poulet. Vous avez de ces Et il y a ça, goûts. c'est dans quelle langue, c'est quelle spécialité ça Bon, Shadia, dis-nous. Miss Cuisine. Le riz, il y a ça. Bon, moi, je sais pas c'est d'origine de quel pays. Je sais juste que c'est du poulet qu'on mélange avec des oignons, de la moutarde. Et moi, j'y ajoute des champignons. C'est très bon et ça donne un meilleur goût. Pour les Moi, intéressés, J'ai appris quelque Tu chose. viens d'apprendre quelque chose. Voilà. Pourtant, il y a ça. Ton fameux, il y a ça. Alors, Bénédicte, je sais que c'est pas du tout. Tu vas prendre quoi aujourd'hui? Moi, j'aime le riz, surtout le riz cantonais. Je peux le prendre sur les 365 jours. Mais on avait l'habitude de dire que c'est le fait de manger beaucoup de riz qui cause le beriberi. Oui. Mais J'ai appris ça à l'école. oui, Mais, ils nous ont traumatisés avec ça. mais, Mais tu n'as pas réussi à te non, traumatiser. Voilà. non. Waouh. Si jusque-là, je ne suis pas arrivée à attraper le beriberi, c'est que... En tout cas, moi, je te vaux la parole. Tu sais, moi, par exemple, ce que j'aime le plus, d'accord, ce que j'aime le plus, c'est Akoumé.
Akoumé avec n'importe quelle sauce togolaise. Vous savez, il y a le goma gnagna, comme on le dit, il y a BCC, où il y a encore cette sauce d'arachide là. Mais avec la sauce d'arachide, par moment, j'ai des acnés. Vous savez, je suis sensible, allergique à l'acné, mais j'apprécie. Le second plat que je préfère le plus, c'est attiéké. C'est vrai, ce n'est pas une spécialité togolaise, mais j'adore attiéké. Il y a d'autres qui disent que comment dire, ça rassasie vite ou rapidement. Et après, voilà, vous êtes... ça vous ennuie par après. Mais moi, je sais pas, mais j'ai de l'amour pour ce plat, vous savez, attiéké, avec du poisson et tout, de la sauce tomate, voilà, de banane plantain, c'est aloko, on l'appelle communément, voilà, avec aloko et tout. J'adore ce plat. Akoumé, aloko. Bon, après, on peut parler encore de foufou, ou encore de comment dire, d'aïmol, comme tu le disais, mais aïmol peut-être 6 pièces. Akbama dessus, saucisse dessus, calami. Il aime les trucs garnis. Hein. Ben oui, il faut bien manger. Mais tu as parlé de akoumé, tu as parlé de sauce. Est-ce que tu connais tu as déjà mangé la sauce des feuilles d'haricots? Si, j'en ai déjà goûté. C'est très intéressant. J'en ai goûté où il y avait encore les graines d'haricots, enfin dedans, quoi, mélangées avec la sauce avec et les de feuilles. la moutarde africaine. Et c'est quoi le nom de cette sauce? Piti. Ça s'appelle en cadre chassé, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une recette togolaise? Oui. Ça s'appelle aliment ici. Ok. Voilà. C'est une sauce qui est vraiment délicieuse, Oui, hein, pour pour moi, ceux qui ont c'est déjà le goûté top à ça. des tops. Moi j'en ai pris une fois. Une fois, je crois. Ouais. Pas avec les haricots dedans. Je l'ai pris comme ça, simple. Un peu comme quand on fait boma. Après l'invitation de Shadia, je vous invite, on va manger. C'est intéressant. Alors, Shadia, c'est quoi ton plat préféré? Bon, alors moi, mesdames et messieurs, mon plat préféré, c'est du riz blanc avec de la sauce d'arachide. J'adore la sauce d'arachide. Je peux me servir au moins 3 fois ou bien 4 fois, mais je ne grossis pas. Je précise, je ne grossis pas. Je fais du sport pour garder la ligne, mais c'est ma sauce préférée, ainsi que du riz au gramme et du couscous à la sauce tomate. J'adore manger africain. Quel genre de sport fais-tu? Moi, pour le sport, je fais des abdos, je fais des squats. Je fais des squats. Tu es censé avoir des fesses de rêve. Elle a un ventre plat. Oui, elle a un ventre plat. Oui. Sérieusement, tu as une belle forme. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, en parlant de santé mentale, je trouve que le sport aide vraiment à garder une santé mentale. Souvent, quand je me sens pas bien, je fais du sport, ça me change les idées, ça me relaxe. Donc, j'adore faire du sport, surtout en écoutant de la musique. Tu es dans un autre monde. Mais en parlant de ça aujourd'hui, Regina n'a pas parlé de santé mentale. Est-ce que tu es sûre que ça va? Ça va. Je vais partir Ça pour va. la Tu taquiner. es sûr un que peu. ça va? C'est étonnant. Ça va. Ça Si vous Depuis permettez, lundi, je vais partir pour la taquiner un peu. La spécialité dont tu parles, la sauce arachide et tout, c'est vrai, c'est ton kiff, tu aimes. Oui. Je sais qu'entre, voilà, quand tu es Doula, c'est une spécialité de Doula aussi. La sauce d'arachide, non, non, non. Bon, je connais pas l'origine. Moi, je mange et puis c'est tout. Ce qui me rassasie, Tu as ce qui me emprunté plaît. cette spécialité togolaise là et tu as kiffé. Bon, j'ai jamais goûté à une spécialité togolaise. Vraiment? Vraiment. D'ailleurs, je n'ai jamais goûté à Imolu. C'est peut-être le moment de... Ah bon? Oui. Tu Là, ne sais là- pas ce que tu racontes. Là, il faut qu'on réfléchisse en même temps rapidement, il faut qu'on Sérieusement. pense un plan là. Oui. Je laisse Bénédicte gérer ça. C'est elle qui gère Je bien vais ce genre commencer de par choses. lister les bons coins d'Aïmol et puis Tu l'invites. présidente de l'organisation. Tu l'invites ou tu listes? Je liste. Vous Tu allez me l'invites payer pas. pour ça d'ailleurs. Waouh. Réwena. Bonjour. 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 Alors aujourd'hui, je te sens toute fraîche. Je sens que tu es en bon état. Et que tu as une santé mentale au top. Je n'ai pas menti. Quand tu ne sens pas l'expression là dans mes phrases, c'est que ça ne va pas, c'est ça? Alors, j'espère que tu vas très bien ce matin. Déjà, je te vois très souriante. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose, mais je ne te laisse pas en parler tout de suite. Ah oui. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes en direct, je précise, sur la RTDS. Nous sommes dans la rosée matinale. Et nous venons de parler tout de suite de quelque chose de bien familier. On a parlé de petits déj, on a parlé d'aliments, on a parlé de goût, Des préférences, de préférences. On va parler de des ce qu'on a spécialités. fait aujourd'hui. Oui. Ce qu'on a fait aujourd'hui avant Avant de de venir. revenir. Qu'est-ce que j'ai Je fait? pense que cette question, j'aurais dû la poser depuis longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait quoi? La routine, je me suis réveillé.
me suis réveillé avec mon réveil, avec le téléphone et tout. Après, j'ai fait quelques petites révisions, ce qui est des droits. Et après, j'ai regardé dans la garde-robe. J'ai regardé dans la garde-robe. Et puis voilà, après, je suis parti à la douche, je me suis apprêté. J'ai fait ma grosse prière. C'est pas une petite prière, hein, c'est une grosse prière. Et voilà, j'ai débarqué. Mais dans le sillage, je vais profiter pour lancer un conseil aux gens qui nous suivent, aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Vous savez, ne soyez pas toujours pressé dans la vie d'aller là où vous allez. Parce que dans la circulation, il y a pas mal de choses qui se passent. Quand vous êtes pressé d'aller au boulot, d'aller là où vous allez, essayez, voilà, on tend vers la fin d'année, essayez d'aller mollo. Pour ces enfants aussi qui viennent de commencer la rentrée et que les parents vont leur accompagner à l'école avant d'aller au boulot, allez-y mollo, sincèrement, la santé elle est primordiale, comme on le dit tout le temps. Votre vie elle est très importante, donc allez-y mollo. Voilà. Merci Tedlax. Les filles attendent que je leur pose la question, seulement je ne vais pas le faire. J'attends demain pour vous demander est-ce que vous avez fait. Je parie que vos réponses ne seront pas à plaire. Bon, moi, déjà pour commencer, avant de venir, je me suis réveillée, j'ai écouté de la musique. Quand je me réveille, j'adore écouter de la musique. Tu te sens bien, tu te relaxes, tu es calme. Et après ça, je suis allée me doucher, je me suis préparée et j'ai prié parce que je trouve que c'est vraiment important de prier avant de quitter sa maison, peu importe sa religion. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver en route. Tu as besoin de la protection de Dieu durant toute ta journée. Donc, mesdames et messieurs, avant de quitter chez vous, veillez à faire une petite prière, même si c'est pour 5 minutes. Toi, tu en as fait pour Moi? une. Non, moi, ma prière, ça dure 10 à 15 minutes maximum. Bénédicte, ne dis rien. Révéna, ne dis rien. Alors, ne dis rien. Parce que là, je sais que tu vas me dire que tu as chauffé ton com, que tu as fait quoi? Le ménage, tu as balayé. Je vais appeler papa. Alors, Faut l'appeler. alors, très chers téléspectateurs, nous allons tout de suite entamer avec quelque chose de primordial, comme vient de le dire Deadlax, mais avant, intermède. Rosée matinale, l'univers du savoir. Rosée matinale, l'univers du savoir. Alors, nous sommes avec vous dans le Jeudi Rose. C'est avec vous. Ça se passe ici sur le plateau de la Rosée matinale. Révéna, tu nous parlais de la santé depuis lundi, c'est ça? Et on parle de santé rose, mais on parle beaucoup plus de santé mentale. C'est uniquement que de la santé mentale, en fait. Aujourd'hui, de quoi nous parleras-tu? Bon, avant de commencer, je salue les très chers téléspectateurs. Coucou à vous. Oui. Merci pour vos messages, vos soutiens. C'est encourageant. Alors aujourd'hui, c'est, comme vous le savez, la santé rose. Nous allons parler de la santé mentale, du bien-être et tout ce qui va avec. Comme vous le savez, dès la naissance de l'être humain, il est exposé au danger et il réagit par la peur. La peur qui est une émotion généralement ressentie en présence d'un danger ou d'une situation menaçante. La peur, bien qu'elle soit négative, elle nous protège et régit notre vie. Elle se manifeste sous différentes formes, mais sont-elles toutes justifiées? Quand pouvons-nous parler de peur pathologique? Très chers téléspectateurs, vous pouvez déjà nous envoyer vos réponses. Pour vous, qu'est-ce qu'une peur pathologique? Alors, je précise, sans vouloir te couper la parole, Révéna, je précise à nos très chers téléspectateurs qu'ils peuvent nous faire signe sur le 93 58 35 12. Vous pouvez nous envoyer des messages normaux. Vous pouvez également envoyer des messages WhatsApp. Vous pouvez nous appeler sur le 90 41 96 22. Voilà. Donc, vous pouvez déjà envoyer vos réponses. Pour vous, qu'est-ce qu'une peur pathologique? Et vous, chers collègues, pour vous, qu'est-ce qu'une peur pathologique, une peur anormale? Moi, je dirais que c'est une peur qui persiste. Il arrive d'avoir peur, mais quand c'est dans une durée indéterminée, ça devient une pathologie.
Je fais le tour. La peur... Je suis en train de réfléchir à l'expression que je vais utiliser. La peur pathologique, c'est pas de l'angoisse par hasard. Je dirais de l'angoisse, l'angoisse ou encore cette expression-là m'échappe. Bon, je reviendrai. L'anxiété peut-être aussi, oui, l'angoisse, l'anxiété, voilà. Merci d'être là. Ou l'embarras peut-être. Ok. L'embarras peut-être. Et Shadia? Bon, moi je suis d'accord avec Deadlas. Je trouve que la peur pathologique, c'est l'anxiété, c'est-à-dire la peur d'un futur proche en provenance de sentiments négatifs. Par exemple, j'ai peur d'échouer à mon examen, j'ai peur des résultats, ou bien j'ai fait une bêtise, j'ai peur de rentrer à la maison, ou bien j'ai peur de perdre mon mari. Et je me dis que ça peut être aussi lié au présent. Par exemple, je suis en classe, le professeur me demande d'aller devant et de prendre la parole devant tous les élèves, donc j'ai peur. Et je me dis que cette peur pathologique peut engendrer une maladie, c'est-à-dire quelqu'un peut faire une crise d'angoisse liée à cette peur. C'est-à-dire quand tu as trop peur, un moment tu as des maux de ventre, comme l'exemple de la diarrhée que tu nous as donné la fois passée, ou bien tu as un stress, quoi. Tu ressens un stress, donc tu n'arrives plus vraiment à te concentrer et tu n'arrives plus à respirer. Donc pour moi, c'est ça. La peur, je sais que c'est l'anxiété. Je n'ai pas grande idée sur la peur pathologique. Pour être tout à fait honnête. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Oui. Très chers téléspectateurs, on attend vos messages, vos réactions également. Alors, quand vous l'avez dit, la peur pathologique, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse. Et l'anxiété, c'est déjà un état émotionnel anticipant un danger. La personne anticipe déjà le danger. Un événement menaçant est caractérisé par une peur pénible, des craintes excessives. La peur paralyse la personne. La peur contrôle la personne. La personne ne devient plus maître de la peur, mais la peur devient maître de la personne, au point où la personne est obligée d'obéir à la peur. Vous comprenez un peu ce que je dis? Mais pour toi, quelle est la différence entre l'anxiété et un trouble anxieux? L'anxiété, un trouble anxieux, en fait, je peux dire qu'il y a deux types d'anxiété. L'anxiété normale et l'anxiété anormale. Voilà, l'anxiété normale, c'est ce que nous vivons tous les jours. Par exemple, vous savez, par le passé, nos grands frères ils écrivaient des lettres. Et après avoir écrit des lettres, il fallait rencontrer la fille. Et un jour, un de mes grands frères, dans la discussion dans la rencontre le jour du rencard, au lieu de dire à la fille, les mots me manquent, il dit, mais manque les mots. Vous voyez que c'est le stress, la peur qui a fait en sorte que cette personne parle ainsi. Mais juste après le rencard, juste après la situation, l'état normal La personne revient à l'état normal. Donc, l'anxiété normale, je dirais que c'est la réponse adaptée à une situation réellement menaçante. Vous voyez. Elle est de courte durée, elle est transitoire également. Et c'est l'anxiété normale, bien la peur normale, produit en nous l'instinct de suivi. L'anxiété normale produit. Par exemple, vous êtes là et que il y a un bâtiment qui est en train de s'écrouler. Vous allez avoir peur et vous allez courir. Naturellement, vous allez fuir. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, quand on parle d'anxiété anormale, quand on parle de troubles anxieux, c'est quand la peur ne disparaît pas, même à la fin de la situation inhabituelle. Quand la peur ne disparaît pas et elle n'est pas de courte durée, elle est perdue dans le temps. Parfois même, elle n'est liée à aucun événement. La personne a très peur, elle fait des crises de panique sans qu'il y ait un événement précis, une situation où il faut vraiment avoir peur. Et est-ce qu'il y a une durée déterminée pour ça? Oui, au moins jusqu'à 6 mois. Voilà. Donc, et la peur anormale préoccupe continuellement la personne et l'empêche d'agir. Elle entrave sa vie quotidienne, ses relations avec les autres. Voilà un peu ce qu'on appelle la peur anormale ou bien l'anxiété anormale. Sinon, nous tous, nous ressentons la peur. Nous tous, il arrive des situations, on dit que je suis anxieuse. Vous attendez les résultats du bac, par exemple, vous dites que je suis anxieuse, vous avez peur. C'est tout à fait normal. Mais quand elle est perdue dans le temps, quand ça devient une souffrance pour vous, on peut dire que cette peur est
anormal. Alors, tout de suite, à la fin de ta phrase, tu disais, c'est ce qu'on peut appeler la peur anormale ou l'anxiété anormale. Est-ce à dire que la peur, c'est aussi l'anxiété? Oui, la peur, D'accord. c'est aussi l'anxiété. La peur, c'est aussi l'anxiété. Je C'est suis des synonymes, anxieuse, en j'ai fait. peur, voilà. Et en cas d'anxiété, doit-on voir un psychologue ou bien un psychiatre? Oui, quand ça a perdu dans le temps, que ça vous empêche de faire vos activités. Je vais en venir, je vais parler par exemple, quand la personne, les symptômes de l'anxiété, la personne transpire, la personne fait des crises de panique, comme tu l'as dit, des problèmes de respiration, la personne peut s'évanouir, la personne a peur même de sortir, même d'aller au marché, la personne a peur tellement que la peur paralyse tous ses mouvements et entrave sa vie quotidienne. Tout ce que la personne entreprend, la peur régit, la peur anormale empêche cette personne de réagir. Alors, je rappelle à nos très chers téléspectateurs qu'ils peuvent nous contacter sur le 93 58 35 12. Je crois que les numéros sont affichés à l'écran, en bas de l'écran. Et ils peuvent nous appeler sur le 90 41 96 22. Iwana, J'aimerais demander ce qu'on doit faire quand on est angoissé. voilà. Déjà, il faut dire que l'anxiété touche beaucoup plus les femmes que les hommes. L'anxiété touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Et avant de venir aux aptitudes que nous devons développer, je vais parler des différents troubles que nous avons. Nous avons le trouble d'anxiété généralisée. Le trouble d'anxiété généralisée qui dure généralement 6 mois. Il dure 6 mois. Et le sujet éprouve une réelle incapacité à contrôler ses préoccupations, ses soucis. Par exemple, la personne ressent une irritabilité, une fatigue, des troubles du sommeil. La personne a peur d'un accident, d'une maladie. Vous voyez, ça peut être lié à un événement qui s'était déjà déroulé. Par exemple, j'ai une connaissance qui, à la suite du décès de sa sœur, elle a commencé par avoir des troubles, je dirais, parfois elle a des maux de ventre, des maux de tête, des maux. Elle n'arrive pas à dormir, elle se sent elle est très fatiguée. Elle est irritable également. Et dans une discussion avec elle, nous avons vu que en fait, c'est la peur. Elle a peur de mourir. Elle a peur de mourir dans les mêmes conditions que sa sœur. Et c'est depuis le décès de sa sœur qu'elle a commencé par avoir ces différents troubles. Donc, c'est une angoisse généralisée. Elle a peur même quand elle sort, elle a peur d'avoir un accident. Elle a peur de ne pas rentrer. La peur paralyse et l'empêche d'avoir un sommeil réparateur. Vous voyez. Donc, nous avons aussi le trouble panique. Le trouble panique, nous paniquons quand on nous annonce un événement traumatisant, un événement choquant. Par exemple, nous sommes traumatisés, nous avons un choc, nous sommes paniqués, voilà. Mais ici, c'est une montée brève et brusque de crainte intense durant plusieurs minutes, accompagnée de symptômes comme la nausée, les palpitations, les transpirations. Est-ce que tu penses que le coma est lié à l'anxiété? Le coma est lié à beaucoup de... Vous pouvez tomber malade et puis après vous rentrez dans le coma. Donc, je ne maîtrise pas assez, donc je vais revenir dessus. Okay. Il y a la phobie spécifique. C'est une peur irraisonnée, intense et spécifique à un objet ou une situation. La peur de l'araignée, la peur de l'eau, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et ce qui est particulier, c'est que la phobie ou bien la peur spécifique, la personne a conscience de cela. Et la personne a conscience que c'est un caractère absurde et c'est une souffrance pour cette personne. La personne a conscience que sa peur, elle est absurde et c'est une souffrance pour elle. Donc nous avons par exemple l'agoraphobie, la peur du public, la peur d'aller au marché, la peur de se retrouver dans une foule. La personne ne veut pas sortir, la personne ne veut même pas aller au marché, la personne ne veut pas prendre les transports communs également. C'est une peur, c'est une angoisse. La personne a tellement peur que si elle se retrouve par exemple dans la rue ou bien dans une foule et qu'elle a des crises d'angoisse, personne ne pourra le secourir. Voilà, donc la personne a tellement peur de la foule, des transports communs, d'être dans un marché. Il y a la phobie sociale. C'est la crainte d'avoir une interaction avec les autres. La peur d'avoir une interaction avec d'autres individus. La peur d'avoir des relations avec autrui. Et dans cette situation, vous savez,
c'est tout à fait normal que tu m'invites. Normalement, quand on invite une personne à un rendez-vous, à un rencard, vous devez être toute heureuse, toute contente quand on vous accorde une attention particulière. Mais une personne anxieuse qui a une phobie sociale, plus le jour approche, la personne, elle a peur. Elle a peur d'être jugée, elle a peur du regard d'autrui, elle a peur d'être jugée, elle a peur de transpirer, de buter sur les mots plutôt, Donc, la personne préfère rester à la maison. Elle n'a plus de vie sociale, elle n'a plus envie d'être avec ses amis. Voilà. Et il y a le trouble d'anxiété de séparation. C'est une anxiété excessive concernant la séparation avec une maison ou les principales figures d'attachement. Le sujet se fait un souci persistant qu'un événement malheureux ne vienne le séparer de ses proches. La personne a tellement peur qu'un événement malheureux ne vienne le séparer de ses proches, de sa maison ou de tout ce à quoi elle est attachée. Voilà. J'ai entendu Alors, dire que l'anxiété était une maladie psychosomatique. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Parce que l'anxiété a des répercussions sur le plan physique. Quand on parle de somatique, c'est sur le plan physique. Quel genre de répercussions, par exemple? Ce que je disais, la transpiration, les crises cardiaques, les maux de ventre parfois, les maux de tête, le tremblement. Voilà un peu les symptômes que je peux citer. D'accord. Alors, tout de suite, elle était en train de demander, je ne sais pas si c'est Bénédicte, puis si c'est ça, c'est Bénédicte qui était en train de demander ce qu'il fallait faire, s'il fallait contacter un psychiatre. Non, c'était toi. Oui, c'était moi. Voilà, elle demandait s'il fallait consulter un psychologue ou un psychiatre en cas d'anxiété. Oui, il faut consulter un psychiatre ou un psychologue ou un thérapeute, un psychothérapeute. Et face à la phobie ou à l'anxiété, la personne peut aller en consultation. Tout dépend du niveau d'intensité, l'intensité de la maladie, du trouble. Donc, quand c'est assez fort, l'intensité est assez forte, assez élevée, on conseille premièrement le traitement par les médicaments. La personne prend les médicaments pour commencer. Et quand les neurones se stimulent, quand il y a une réaction assez positive, on peut maintenant passer à la thérapie cognitive comportementale, la TCC, ce dont j'avais parlé l'autre fois, la TCC. Il y a aussi la thérapie de groupe. Les personnes préfèrent beaucoup plus la thérapie de groupe parce qu'elles se sentent en confiance. Elles se disent, les personnes qui sont ici avec moi ressentent la même chose. Elles me comprennent et la personne arrive à parler de ses craintes, de ses doutes, de ses peurs. Et la thérapie de groupe se fait en présence d'un psychologue. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre un psychologue et un psychothérapeute? Non, vous pouvez être psychologue et psychothérapeute en même temps. C'est une spécialité. Donc, vous vous spécialisez en psychothérapie cognitive, comportementale. Je me spécialise en psycho. Voilà. C'est une spécialité. Donc, j'aimerais poser, est-ce que l'anxiété mène à la folie également? Oui, l'anxiété même peut être la cause du suicide. L'anxiété amène au suicide aussi. Au suicide, oui. Et à la dépression, oui. C'est possible? La dépression peut amener l'anxiété. D'habitude, les troubles en psychologie sont... il y a, comment dirais-je, une relation entre eux. Il y a l'habitude, ce trouble amène un autre trouble. Voilà, il y a forcément une relation entre eux. Et est-il possible de traiter l'anxiété avec des méthodes telles que le sport ou bien la méditation? Parce que tu nous as dit que l'anxiété peut causer des répercussions sur le physique ou bien des crises. Donc, je me demande, est-ce qu'il est conseillé de faire du sport, sachant que tu fais des crises? Oui, il est conseillé de faire du sport. Il est conseillé de faire de la méditation. En fait, 50% de la réussite de la thérapie plutôt vient du patient. Le patient, il y a le traitement, comme je le disais, il y a les médicaments, il y a la psychothérapie, il y a la thérapie du groupe, la thérapie d'exposition, la thérapie cognitivo-comportementale.
il y a la méditation. Et puis, c'est au patient de voir, il peut explorer tout ce qui lui est donné comme solution et à lui de décider de voir ce qui lui plaît, ce qui lui permet de mieux gérer son angoisse et sa peur. Voilà. Comme je le disais, il y a la thérapie de groupe où les personnes se sentent beaucoup plus à l'aise. Il y a aussi la thérapie d'exposition où on amène le sujet à se confronter à sa peur. Et par exemple, si la personne a peur d'aller au marché, la psychothérapeute ou le psychothérapeute peut l'accompagner au marché et faire le tour avec lui, avec elle plutôt pendant la première fois, 1 ou 2 fois. Les secondes fois, la psychothérapeute lui dit « vas-y toute seule, va faire les exercices toi seule ». Et la personne, petit à petit, on confronte la personne plutôt à ses peurs. Et aussi, parfois, il y a aussi l'effet placebo. Ce ne sont pas les vrais médicaments. C'est quoi l'effet? L'effet placebo, c'est quand, par exemple, ici, il y a j'écrase la craie et il y a aussi, comment dirais-je, le paracétamol. Maintenant, je te donne la craie. Je te dis que c'est du paracétamol. Mais parce que tu as confiance en moi et que tu sais que si, dans cette situation, tu prends... pour toi, c'est du paracétamol. Donc, si tu prends le paracétamol, tu iras bien. Tu comprends? Alors que ce n'est pas vraiment du paracétamol. Parce que tu y crois, quand tu vas prendre du paracétamol, tu iras bien. Donc, il y a aussi l'effet placebo qui... C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Oui. Alors, très chers téléspectateurs, je viens d'apprendre autre chose. Je parie que vous ne le saviez pas. Moi, je viens d'apprendre l'expression effet placebo. Déjà, tu peux me dire comment ça s'écrit parce que là, placebo, ça s'écrit comment? P, oui. L, A, C, E, B, O. Voilà. L'effet placebo. Donc, il y a aussi, vous pouvez utiliser... parfois, l'anxiété est causée aussi par le manque d'expression, le fait de n'avoir pas pu exprimer ses sentiments, ses émotions. Donc, vous pouvez, pour aider les personnes qui sont assez timides, on leur conseille, par exemple, de faire du théâtre. Ou vous pouvez aussi faire l'écriture. Vous pouvez écrire quand vous n'allez pas bien, écrire l'écriture, la méditation également. Et le sport, comme tu le disais. Voilà. Alors, moi, j'ai une question. J'ai encore une question. J'ai l'impression que... Je croyais que tu voulais parler, c'est ça? Ouais, en réalité. Je garde ma question alors. J'ai pris ce calme-là de pouvoir t'écouter de façon très attentionnée. Et je me mets un peu dans ce que tu es en train de dire. Moi, je me rappelle encore de quelques de mes crises d'anxiété. Vous savez ce qu'on appelle la paralysie du sommeil? Oui. La paralysie du sommeil. Voilà, je crois que c'est peut-être un mal dont on aura parlé prochainement. Moi, j'ai cette crise d'anxiété quand j'ai eu 1 ou 2 fois déjà cette paralysie du sommeil-là. Et après, j'ai pu faire cette analyse-là, je me suis dit, attends, faut pas avoir ça, il faut quand même faire table rase, essayer de me connaître moi-même, de savoir ce que je traverse et tout. En fait, la solution que moi je propose dans ce genre de situation, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir affronter le mal. Quand vous avez une crise d'anxiété, ne reculez pas. Quand vous avez cette habitude-là de reculer, c'est ce que tu appelles après, ça perdure dans le temps. Vous avez cette crise-là qui perdure dans le temps. Donc, moi, je conseillerais à beaucoup de personnes, enfin, tout le monde fait des crises d'anxiété dans n'importe quelle situation possible. Mais la solution, c'est de pouvoir donc affronter ce problème ou cette situation. Vous avez peur du public, vous avez de l'agoraphobie, vous avez, peu importe votre peur, affrontez-la. Parce que, à comprendre un peu le développement, quand vous l'affrontez, quelques minutes après, vous êtes dégagé, vous êtes libéré. C'est simplement cette peur-là de rencontrer cette personne ou de rencontrer ce dont vous avez peur qui fait en fait quand on a un recul face à la situation. Vous voulez draguer une meuf, vous avez peur de lui avouer vos sentiments, allez vers elle, parlez à la fille, après vous sentirez dégagé. Même si peut-être ce n'est pas le résultat que vous attendez qui soit là, mais l'essentiel c'est que vous avez pu dégager votre sentiment. C'est pareil dans toutes les situations. Voilà. C'est intéressant. Moi, je ne me rappelle pas avoir fait des crises d'anxiété. Vraiment? Sûrement, j'en ai fait, mais je ne me rappelle pas. Je ne te rappelle pas. En tout cas, la crise d'anxiété que moi je connais, que tout le monde a déjà peut-être fait dans sa vie, c'est quand on dit, c'est quand le professeur pose une question et c'est toi qui ne connais pas la réponse, mais c'est toi qu'on dit. Putain de merde, et puis parfois... Les symptômes, ça ne va pas de soi.
Oui, ça dépend de chaque tout être. un chacun. Oui. Ok. De chacun. La personne peut s'évanouir. Souvent les crises d'angoisse ou les crises d'anxiété s'accompagnent souvent de la peur de mourir. Parce que la respiration n'est pas bonne. La personne a un rythme cardiaque assez élevé. Du coup, la personne a la peur de mourir. Moi, je disais que j'avais une question. Oui. Alors, est-ce qu'une personne qui a un trouble d'anxiété, c'est ça? Est-ce qu'une personne qui souffre de trouble d'anxiété peut être guérie? Oui. Est-ce qu'elle peut rechuter? Oui, elle peut rechuter également. Ça peut être dû à quoi? Il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Il y a les causes biologiques. Par exemple, pendant la grossesse, la maman a été exposée tout au long de sa grossesse au stress. Et vous savez qu'il y a un lien toujours entre l'enfant et sa mère. Du coup, ça peut être biologique. Il y a aussi les causes sociales. Les causes sociales, la perte d'un emploi, la perte d'un être cher. Voilà, les causes sont diversifiées. Ou soit parfois c'est dû à l'alcool, aux substances psychoactives, l'alcool, le café et la drogue. Voilà, ça peut être dû également à ça. Alors, Moi, je dirais aussi qu'il y a l'environnement. Il y a l'environnement qui joue à certains moments. Moi, j'ai eu cette possibilité-là de voir des familles dans lesquelles le papa, il est le tout puissant de la maison. Quand papa klaxonne, quand il est de retour, quand il klaxonne, toute la maison est en ébullition. Tout le monde se cherche parce que voilà, le tout-puissant est arrivé. Et même la maman, elle n'est plus dans sa peau, elle fait des crises d'anxiété. Est-ce que tu as rangé ceci? Est-ce que tu as déjà préparé? Toi, tu as réveillé, tu as révisé. Tu n'es pas douché. Voilà, papa est rentré et tout le monde est dans une crise d'anxiété. C'est quand le papa part que la maison devient plus ou moins tranquille, plus ou moins calme. Mais quand on sait que voilà, l'heure de papa est en train d'arriver, que papa va rentrer du boulot, c'est fini. Tout le monde est dans une crise d'anxiété. Et ces enfants-là, ils n'arrivent pas à rester zen à la maison. Ils préfèrent aller se défouler dehors parce qu'à la maison, ce n'est pas ça, quoi. Ils ont cette crise-là. Ouais, l'environnement joue par moment aussi. C'est donc le moment de demander à nos très chers téléspectateurs qui sont parents de ne pas être des causes de troubles d'anxiété pour leurs enfants. C'est très très important, d'autant plus que les parents jouent un rôle très important dans la vie des enfants. Il y a aussi le stress au travail, le stress aussi au travail. Et comme je le disais tantôt, il y a tant les événements heureux, tout comme les événements malheureux. Une promotion peut amener une personne à devenir anxieuse. Parce que la personne veut prouver qu'elle en est capable. La personne veut prouver qu'elle peut le faire. Je vais réussir. Et les autres autour de moi ont confiance en moi. Il ne faut pas que j'échoue. Oui. Et le stress, faut que je sois parfait. Voilà, peut amener des crises d'angoisse. Et aussi dans certaines situations où il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler quand on est derrière eux. Voilà. Quand ils sont dans le boulot et que le boss est là, la personne n'est pas productive. C'est-à-dire que la personne, quand le boss est plutôt là, à côté, c'est-à-dire peut-être quand on joue le gendarme derrière lui, il n'est pas productif. Et quand le boss n'est pas là, la personne il est se dégage, inspirée. voilà, il est inspiré, mais quand il y a toujours quelqu'un derrière lui où la personne vient de temps en temps, où il est là et puis le boss est dans l'entourage, la personne n'arrive pas à travailler. Elle sent la pression. Voilà, la pression. La personne est plus fait des productive. crises d'anxiété, voilà. Elle n'arrive même pas à se concentrer et tout est en décalage, en déséquilibre par moment. Voilà. Il y a ça aussi. Et toi, Régina, j'aimerais te poser une question. Si par exemple, tu rencontrais une personne anxieuse, c'est-à-dire une personne qui est en train de faire une crise d'angoisse, une crise de frisson, quelle serait ta première réaction? Ma première réaction serait de chercher à savoir ce qui amène la personne à souffrir de son trouble d'anxiété. Je pense que ce serait la première chose à faire. Maintenant, la seconde serait d'essayer de la rassurer. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Moi, je dis ce qui me vient à l'esprit tout de suite, ce que je peux faire en même temps. Pas savoir si c'est la bonne méthode, ce sera à Rewena de nous dire. Bon, c'est tout à fait normal. Comment dirais-je, ce que nous pouvons accorder à une personne, c'est l'attention et une oreille attentive. Et déjà, c'est déjà une aide, aider la personne à se relaxer, à faire des exercices de respiration avec elle. Expire. Expire, faire des exercices de relaxation. Mais quand vous voyez que c'est vraiment... Quand vous voyez que c'est vraiment une souffrance, au point où la personne n'arrive plus à sortir, à faire des activités, c'est tellement pesant pour la personne. Vous pouvez le référer à un psychologue. Sinon, nous tous, nous pouvons sortir de l'anxiété en faisant des exercices de méditation, de relaxation. Voilà. Mais quand ça devient très fréquent, répétitif, peut-être en une semaine, vous pouvez faire 3 crises
aller consulter un spécialiste de la santé. Est-ce que Alors. les séances de massage également sont comprises? Peuvent relâcher la personne. Voilà. D'accord. Dis-moi, est-ce qu'il est possible de voir une personne voulant aider une autre personne souffrant de troubles d'anxiété? Est-ce qu'il est possible de voir la première personne qui veut aider l'autre personne tomber dans la même chose? Oui, parce qu'il y a le transfert. Même chez les psychologues, il y a le transfert. Parfois, tellement la situation de la personne, vous transférez la situation de la personne en vous. Voilà. Donc, quand vous voyez que c'est comme ça, référez la personne à un autre spécialiste ou à une autre personne. Ça, c'est dangereux. Oui. Je crois que c'est plus dangereux que d'essayer de ramener une personne dépressive à un état normal. Parce que tellement, vous pensez que vous avez la compassion pour cette personne, mais vous-même, vous souffrez. Vous avez fait un transfert du trouble de la personne, de la souffrance de la personne. Voilà. Est-ce qu'une personne souffrant de troubles d'anxiété peut contaminer son entourage immédiat? Oui, la personne peut. Parce que, par exemple, prenons une mère qui a une phobie de séparation, a un trouble anxieux de séparation plutôt. Donc, tout le temps, elle va dire à ses enfants, ne sortez pas, comment vous allez. Le moins geste, elle sera derrière les enfants. Parce qu'elle a tellement peur que quelque chose arrive à ses enfants dehors. C'est vrai que quand nous sortons, nos mamans s'inquiètent, nos parents s'inquiètent, mais c'est une peur tellement excessive que l'enfant se sent coincé, la personne ne se développe pas. Vous voyez? Donc, la dépendance affective qu'elle exerce sur ses enfants peut amener ses enfants également à être stressés ou amener d'autres troubles. Waouh! Alors, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je ne vous ai pas dit de prendre vos calepins et votre stylo, mais je parie quand même que vous l'avez fait, que vous avez pris des notes. Aujourd'hui, je remercie encore Rowena de nous avoir éclairé la lanterne comme d'habitude et je vous remercie de votre oreille attentive. On revient juste après l'intermède pour une surprise. Rosée matinale, l'univers du savoir. 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 De retour sur le plateau de la Rosée matinale, très chers téléspectateurs, je vous parlais tout de suite de surprise. Eh bien, depuis lundi, vous nous suivez et pour les personnes qui nous suivent depuis lundi, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons nous allons faire sortir une rubrique que vous n'avez jamais suivie. C'est une nouvelle rubrique et elle s'appelle « Venez en parler ». Alors, la rubrique « Venez en parler », qu'est-ce que c'est? Nous ne sommes pas sans savoir que dans notre société aujourd'hui, il y a bien de fléaux. Et chaque jour qui passe, quelqu'un est victime ou témoin de quelque chose, d'accident, d'agression, de viol et bien d'autres choses encore. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Venez en parler? Une personne, on l'appelle encore appel à témoin. Alors, une personne témoin ou victime de quelque chose nous parle de son expérience. La personne peut venir sur le plateau, la personne peut également faire une vidéo. Si c'est une personne qui ne veut pas venir sur le plateau, la personne peut faire une vidéo. Et cette personne peut également demander à ce qu'on floute son visage pour ne pas être reconnu. Alors aujourd'hui, nous avons le récit d'une personne qui n'a pas voulu venir sur le plateau et qui n'a pas voulu non plus qu'on fasse une vidéo et qu'on floute son visage. Cette personne a supposé que même si on floutait son visage, elle allait être reconnue.
Et naturellement, on ne pouvait pas lui imposer de faire une vidéo, on ne pouvait pas non plus lui imposer de venir sur le plateau. Donc, on a été d'accord avec elle qu'elle nous raconte ce qu'elle a vécu, ce dont elle a été témoin et qu'on vous en parle. Je rappelle que nous sommes disponibles sur le 93 58 35 et 12. Pour toutes ces personnes qui ont été victimes ou témoins de quelque chose et qui voudraient en parler, vous pouvez toujours nous envoyer un message. Et nous sommes disponibles en appel sur le 420 41 87 22. Nous sommes en direct sur la RTDS, ici c'est la Rosée matinale, et c'est sur le 261 du canal. Alors aujourd'hui, nous allons parler de viol. Bonjour Deadlax. Bonjour Regina. Bonjour Bénédicte, encore une fois. Rewena, Shadia. Bonjour. Ça va? La santé mentale est en état. D'accord. Nous avons un récit, aujourd'hui nous avons un récit extrêmement triste et c'est un sujet très sensible. Je vais vous raconter tout à l'heure, mais avant j'aimerais savoir, vous avez déjà entendu parler de viol, forcément. Vous en avez été témoin ou victime une fois? Bon, moi, j'ai jamais été témoin ou victime de viol, mais souvent, je regarde des émissions à la télé telles que les experts Miami parce que je trouve que ça nous aide à nous protéger nous-mêmes, à faire attention. Et par rapport au viol, souvent, je trouve que certaines filles doivent éviter, surtout la nuit, de porter des mini-jupes, des habits transparents, trop montrer leur corps parce que ça incite les hommes à les violer. Une fois, j'ai entendu une histoire d'une femme qui s'est fait violer à l'aéroport devant tout le monde parce qu'elle avait porté une mini-jupe. Donc, je pense que nos sœurs devraient aussi revoir leur façon de s'habiller. On peut s'habiller, mais ça dépend des événements, des occasions. Et il faut savoir comment faire. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Shadia parce qu'il y a la liberté d'expression. Chacun est libre de porter ce qu'il veut, ce qu'elle veut plutôt, et de se sentir libre dans son habillement, dans ses gestes, dans ses paroles. Donc, je ne suis pas tout à fait... C'est vrai que les personnes donnent cette cause-là, cette raison-là, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que chacun est libre de porter... Il y a la liberté d'expression, nous sommes libres, nous sommes des êtres Par exemple, libres. je me dis qu'on peut s'habiller, mais ça dépend. Si c'est que tu portes une mini-jupe, au moins tu dois avoir quelqu'un à côté de toi, un homme, par exemple, d'être là qui est à côté de moi pour me protéger. Ce n'est pas très évident. Parce que si c'est que je suis là, je marche dans le quartier seule pour dire que je vais prendre un taxi ou bien une moto pour aller quelque part, et en cours de route, un homme me suivait et il peut me faire quelque chose. Mais s'il y a une figure masculine pour me protéger, là, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas Très évident d'avoir un bodyguard toujours à Il côté. n'est quand même pas négligé qu'il y a des personnes qui violent de petits enfants, des petites de 8 ou 9 ans. 7 Vous n'allez ans, pas 3 dire ans. que c'est parce qu'elles se sont habillées de manière sexy, c'est pas évident. Non, ce que je voulais dire aussi, ne Alors. fais pas confiance à une personne qui est assez proche de toi. Ça ne veut pas dire que cette personne ne peut pas... Alors, Non. je reviens sur le sujet. Rewena, as-tu déjà été témoin ou victime d'un viol? Non. Bénédicte? Moi, non, mais je dirais qu'il faut quand même sensibiliser assez sur le sujet parce que c'est devenu très récurrent et beaucoup de personnes ne savent pas comment réagir face à un viol, comment réagir après le viol. Ces personnes préfèrent se taire alors qu'il y a des lois qui punissent ce genre de trucs. Donc, il faudrait quand même faire savoir aux gens que voilà, qu'après un viol, vous êtes en droit de faire ci, de faire ça. Je sens que tu auras des conseils à donner à notre témoin, puisqu'elle pose des questions, elle est anxieuse actuellement. Relax. Oui. Je ne demanderai pas si tu as déjà été victime d'un viol, c'est presque impossible. Je demanderai plutôt. C'est possible parce que les hommes aussi sont victimes. Wow. Les hommes sont victimes, d'accord, sont parfois victimes de viol. Mais bon, par rapport à ce que tu es en train de... Je crois qu'on est en train de parler du cas des femmes, l'agression de viol du cas des femmes. Je n'ai jamais été témoin, d'accord, de viol. Mais ce que je dirais, c'est que c'est plus ou moins bizarre quand on voit que ce n'est pas forcément sur des femmes qui se sont peut-être habillées de façon sexy ou se sont dénudées. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on remarque aussi qu'il y a des viols sur des mineurs et tout, de la pédophilie. Et donc c'est un mal qui n'a plus de tête ni de queue. Et un mal qu'on doit d'ailleurs dénoncer. Maintenant, quand on revient dans ce que Shadia disait tout à l'heure, de savoir
enfin la raison, soi-disant voilà, que c'est des femmes peut-être qui se dénudent, qui s'habillent de façon sexy et tout, qui poussent les hommes à les violer et tout. Quelque part, c'est quand même une raison, c'est vrai, ça peut l'être également. Mais à côté, Rowena disait que chacun est libre de porter ce qu'il veut. Il faut comprendre aussi que la société est régie par des lois ou des règles, vous savez. La nature ou encore dans la communauté dans laquelle on vit, elle est régie par certaines règles et tout. Vous-même, quand vous habitez d'une certaine manière en tant que femme et que vous sortez, vous savez que vous attirez des regards et tout. Vous savez qu'arriver un certain, peut-être dans une ruelle ou encore dans des coins qui ne sont pas vraiment, voilà, qui sont susceptibles, d'accord, de pouvoir vous entacher d'une certaine manière. Si vous réfléchissez bien à tous ces paramètres-là, vous révisez un peu ce que vous avez porté et vous essayez de vous habiller de façon convenable, de façon décente et tout. Donc je crois que d'abord tout le monde doit s'y retrouver là-dedans pour voir un peu la cause en réalité. Sauf que voilà, il y a des gens qui le font aussi sur le petit fille, comme je dis. Voilà. Alors notre témoin nous parle du viol de sa cousine. Voilà. Nous vivons avec notre oncle depuis la mort de nos parents respectifs. Ça, c'est ce qu'elle raconte. Elles vivent avec leur oncle depuis la mort de leurs parents respectifs. Alors, un soir, après le retour de notre oncle, j'allais rejoindre ma cousine dans sa chambre lorsque j'ai entendu des cris d'hommes. J'ai tout de suite reconnu la voix de mon oncle. Alors, je n'ai pas mis longtemps à comprendre ce qui se passait. Entre les cris de mon oncle, entre les paroles de mon oncle et les cris de ma cousine qui demandait à mon oncle d'arrêter, j'ai tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de très triste, le viol. Ma cousine criait, mon oncle ne le fait pas, s'il te plaît, ne me viole pas. J'étais partagée entre l'envie d'aller vers la porte, de l'ouvrir et d'arrêter mon oncle, et entre la peur de me mettre en danger. Cette dernière a pris le dessus, je n'ai pu rien faire du tout. Je me suis cachée et j'ai vu mon oncle sortir de la chambre de ma cousine. Il est sorti, je l'ai suivi du regard, il est parti. Et je n'ai même pas pu rentrer dans la chambre de ma cousine. Jusqu'à ce jour, ma cousine ne sait pas que je sais ce qui s'est passé. Mais quand je la suis de près, je sens que dès que mon oncle rentre, elle devient très anxieuse. Elle a peur, elle a des frissons. Même moi, je ne me sens plus en sécurité. Je ne veux pas dire à ma cousine, je ne sais pas comment dire à ma cousine que je sais ce qui s'est passé. Et je ne veux pas non plus dénoncer mon oncle parce qu'il est la seule personne qui prend soin de nous. Si nous le dénonçons et qu'on l'emprisonne, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Voilà un tout petit peu le problème de notre témoin. Elle a été témoin du viol de sa cousine et jusque-là, sa cousine ne sait pas qu'elle sait. Et puis, leurs parents, en plus, c'est Leur vraiment triste. Je trouve que c'est vraiment très dégoûtant. Voilà un tout petit peu la petite histoire. Elle a besoin de réponses, c'est clair. Elle a besoin de... Son problème actuellement, c'est qu'elle ne sait pas exactement comment gérer la situation. En gros, elle ne sait pas comment dire à sa cousine qu'elle est au courant. Et ensuite, elle ne veut pas dénoncer l'oncle parce que c'est l'oncle qui prend soin d'elle. Est-ce qu'il n'y a pas une association de prise en charge des personnes qui ont été violées? Justement, dans la discussion avec le témoin, j'ai demandé s'il n'y avait pas possibilité de dénoncer l'oncle et de voir après avec les organisations qu'il y a aujourd'hui. Et sa réponse était quoi? Sa réponse c'était que les organisations, ce n'était pas évident que ces organisations les prennent en charge tout au long de leur vie, tu vois. Du moins jusqu'à ce qu'elles deviennent financièrement indépendantes. Elle risque d'être témoin du suicide de sa cousine. C'est possible, c'est fort probable. Mais il y a aucun autre membre de la famille qui peut les prendre en charge. Je n'ai pas demandé. Mais je me dis, d'autant plus qu'elle précise que l'oncle est la seule personne qui les prend en charge, je me dis, ce n'est pas très évident. Moi, je me dis qu'elle garde le silence pour... vu qu'elles vivent avec leurs oncles, c'est à cause de ça qu'elles gardent le silence. Écoutez, vous savez, moi, je me dis que... savez-vous que les personnes victimes de viol ont peur d'être jugées? Oui. Alors, sans vouloir te couper la parole, Oui. j'aimerais quand même rappeler à nos chers téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler sur le 90 41 96 22, c'est à l'écran,
C'est en bas de l'écran, c'est affiché en bas de l'écran. Et ils peuvent envoyer des messages normaux et WhatsApp sur le 93 58 35 12. Voilà. Vous pouvez participer, vous pouvez donner vos réponses, vos apports, poser des questions par rapport à l'histoire. Alors, j'étais en train de dire que, est-ce que vous savez que la plupart de ces personnes, des personnes qui sont victimes de viol, ont peur d'être jugées en réalité. Ils ont peur d'être rejetés par la société ou par leur communauté. Cette fille qui a été témoin de viol de sa cousine et tout, en réalité, c'est elle actuellement la seule personne dans la situation qui peut débloquer toutes ces situations en réalité. Alors, je crois que le conseil que je lui donnerais, c'est de pouvoir aller en discussion avec sa cousine qui a été victime de viol. Parce que elle a peur même de pouvoir lui dire, de lui révéler que j'étais témoin, donc, de ce que tu as vécu. Et que, voilà, sans que tu ne le saches, mais en même temps, quelle serait donc l'impression, encore le sentiment de cette cousine-là ou de cette victime-là, sachant que, voilà, elle a su ça depuis un moment qu'elle ne dit pas. Première question. Seconde question, ou encore seconde solution, c'est de pouvoir, comme je disais, entrer en discussion avec elle et de trouver ensemble un consensus. Soit il quitte l'oncle à la maison, ou soit il rapporte le fait à la police, ou encore peut-être au commissariat. Parce que là, ça en fait. Maintenant, je ne sais pas si elle-même... Bon, en fait, c'est compliqué, c'est plus ou moins compliqué. C'est plus ou moins compliqué dans leur situation, justement. Dans leur situation. L'essentiel, c'est d'abord, elle doit savoir que c'est elle d'abord qui doit débloquer la situation, aller en discussion avec sa cousine, lui parler, lui dire qu'elle a été témoin de ce qui s'est passé et de lui proposer des approches de solutions, soit voilà, discuter avec les forces de l'ordre, aller voir peut-être une ONG ou encore des structures, des organismes qui sont spécialisés dans ces cas de viol et tout. Je crois que ça pourrait débloquer la situation. Bon, moi, je trouve que c'est une honte. On ressent une honte, on a peur que les gens soient au courant parce que, vous le savez, dans certaines sociétés, la femme doit rester vierge jusqu'au mariage. Donc déjà, c'est une honte que le prochain soit au courant. Et je suis d'accord avec Deadlas. Elle doit en parler à sa cousine, même si elle ne sera pas très à l'aise d'en parler. Elle doit en parler, comme ça les deux peuvent trouver une solution ensemble. Après, ça dépend de son âge. Si elle a un certain âge... Je précise qu'elle est en train de nous suivre actuellement. Donc vos apports seraient vraiment... Oui, ça dépend de son âge. Si elle a un âge où elle peut travailler, elle peut chercher du travail, sa cousine aussi peut chercher du travail, et elles vont se débrouiller ensemble et dénoncer leur oncle au commissariat. Je trouve que c'est mieux. Moi, je dirais déjà d'instaurer la communication, d'aller voir sa cousine, de discuter avec elle, parce que sûrement elle aussi elle est en train de souffrir. Elle a peur du doigt accusateur de ses proches, de la société. Donc déjà, il faudrait instaurer la discussion. Et tous les deux, aller voir, consulter un psychologue, consulter un spécialiste de la santé, un médecin, et aussi d'aller voir s'il y a un autre membre de la famille, d'aller leur exposer le problème, et surtout de trouver un juriste, une personne qui s'occupe des violences faites aux enfants, aux mineurs ou aux femmes, de leur exposer, de faire des recherches. Elles vont trouver. Et courage. Moi, comme je le disais, le viol, c'est un phénomène sur lequel il ne faut surtout pas se taire. Faudrait quand même qu'elle fasse des analyses pour voir si elle n'a pas été contaminée par une MST ou quelque chose comme ça. Il le faut surtout, avant de parler, d'aller dénoncer. Il ne faut quand même pas se taire parce qu'à la longue, ça aura des répercussions sur elle. Que ce soit mentalement ou physiquement, spirituellement. Oui. D'accord. Donc je comprends que la première des choses à faire, c'est de discuter avec la victime, c'est ça? Et je viens de... Moi, je prends notre truc en même temps. La seconde serait de faire des analyses, voilà. Même si pour l'instant, elle n'est pas vraiment d'accord pour dénoncer son oncle, puisqu'elle pense que juste après avoir dénoncé son oncle, il est fort probable qu'il aille en prison et qu'elles sont mal parties. C'est sa vie qui est en jeu. Justement, même elle, en réalité, elle n'est pas en sécurité. Elle-même, elle le dit, elle ne se sent pas en sécurité. Mais est-ce qu'il y a aussi des preuves? Actuellement, il n'y a peu de preuves. Puisque la seule preuve, c'est la victime. Voilà. Et puis, si elles en parlent, elles pourraient quand même mettre une caméra dans la chambre au cas où il venait. Ça allait enregistrer. Tu te dis que c'est fort probable que ça recommence. Ce n'est pas aussi facile de pouvoir piéger le monsieur et le mettre en flagrant délit. Surtout quand c'est un membre de votre famille. De votre famille, ce n'est pas facile. C'est assez honteux. Ce que moi je remarque dans ces situations, c'est que celle qui a été témoin,
elle est maintenant anxieuse, c'est-à-dire que l'anxiété de l'autre la contamine d'une certaine manière. Elles, tous les deux, se sentent plus en sécurité face à leur oncle qui est à la maison. Elle se dit, ça pourrait aussi m'arriver à moi, si c'est arrivé donc à ma cousine et tout. Et elles se sentent plus en sécurité. Et là, ça ne peut pas aller loin dans ce genre de situation. Si lui est en famille comme ça ne peut pas aller loin. D'accord, ça ne peut pas aller loin. L'essentiel dans cette situation, c'est d'abord de rassurer sa cousine, de lui dire, j'ai été témoin de ce qui t'est arrivé, je sais ce que tu traverses depuis un moment, ce n'est pas facile et tout. Et j'ai pas voulu en parler parce que voilà, mais là, maintenant, il faut qu'on en parle. Parce que j'ai été témoin, je propose qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on aille voir telle ou telle personne pour voir un peu comment est-ce qu'on peut gérer cette situation. C'est très important. Ce pourquoi elles ont peur aussi, c'est parce que c'est l'oncle qui survient à leurs besoins. Justement. Et ils se disent, si par exemple l'oncle venait à être emprisonné ou encore être peut-être entaché de cette histoire, qu'est-ce qu'elles vont devenir en réalité? Elles n'ont pas de support d'un côté financier. Donc elles sont en train de voir un peu tous ces paramètres-là et de se demander, bon, est-ce qu'on doit aller le dénoncer ou pas? Mais l'essentiel, c'est de le faire parce que vous n'allez pas avoir peur de quelque chose et rentrer dans le pire de votre situation. D'accord? Donc c'est important de pouvoir faire ce que je suis en train de dire là. Et je me dis que même si elle n'en a pas parlé, je me dis qu'elle penserait sûrement au fait que même si, à supposer par exemple que les deux dénoncent l'oncle et que l'oncle n'est finalement pas emprisonné, ça ce serait encore pire pour les deux. Ce sera un danger. Ce sera un danger. C'est pour ça que la première des choses à faire au moins, c'est d'instaurer la communication entre les deux, la victime tout comme le témoin. C'est peut-être le moment de te demander, en tant que psychologue en formation, ce qu'il faut faire après un viol. Les attitudes à tenir avec une personne victime. Déjà, il faut pas stigmatiser la personne. Il faut être ouvert, instaurer la discussion et amener la personne, s'il y a encore des preuves, aller faire des analyses et après consulter un spécialiste du droit, un juriste. Voilà, consulter un juriste et surtout l'accompagnement psychologique. Et voilà, si on peut dénoncer la personne, le faire. D'accord. C'est surtout l'accompagnement psychologique qu'il faut, le soutien de la famille, du proche, pas de jugement. Pas de jugement surtout. C'est très important. Très, très important. Parce qu'il ne faut pas aller dire à la personne, on doit nous coqueter, toi, ce que tu avais porté là, c'était bien. La façon dont tu t'es tourné pour la personne, voilà, c'est toi qui t'es mis dans ces situations. Ne pas aller juger la personne en tout cas, ce n'est pas bien. Parce que c'est elle la victime, c'est elle que vous devez soutenir. Ne trouvez pas des excuses aux violeurs. Voilà, alors, est-ce qu'après un viol, il faut forcément consulter un psychologue? Tout dépend de la gravité. Bon, je pense que c'est nécessaire, mais si déjà tu as un soutien moral, une personne de confiance qui t'accompagne déjà, que le simple fait d'exprimer ton mal, c'est déjà un pas vers la guérison. Et petit à petit, tu fais les exercices qu'il faut, les exercices de relaxation, tout ce qui va avec. Mais quand c'est un stress post-traumatique, vous ne vous sentez pas bien, votre sommeil est perturbé, toute votre vie. C'est vrai qu'après un viol, vous devenez complètement confuse. Vous avez tout un traumatisme. Voilà. Et bon, parfois, vous pouvez voir un psy. C'est ce qui est le plus conseillé quand même. Mais si déjà l'entourage est là pour vous soutenir, ça peut aller. Moi, je suis d'accord avec ce que Dedlas a dit. Je pense que c'est un traumatisme. Parce que la plupart des femmes qui sont violées ne laissent pas un autre homme les toucher. Ou bien quand un autre homme doit les toucher, elles imaginent la scène dans leur tête. Et ça devient un événement qui leur marque à vie. L'accompagnement psychologique est très, très, très important. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous contacter sur le 93 58 35 12 et nous appeler sur le 90 41 96 22. Nous sommes dans la rubrique Appel à témoins et je rappelle également que toutes les personnes qui sont témoins ou victimes de quelque chose peuvent nous contacter pour en parler et trouver des solutions. Voilà. Alors, je reviens sur Shadia. Tu disais tout à l'heure que ce que tu peux dire à notre témoin très anxieux actuellement, c'est d'aller vers sa cousine. Je pense que vous êtes toutes d'accord là-dessus, d'aller vers sa cousine, de lui en parler, une discussion avec elle et de voir dans quelle mesure il est possible de dénoncer. Et le côté, la sécurité financière. Côté sécurité financière, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est ce que Shadia disait, tout dépend de l'âge
des filles. Oui, mais si elles ne sont pas en état de... Justement, c'est une question que je n'ai pas posée. Je n'ai pas demandé si elles étaient en état de trouver un travail. Parce Bon, que déjà, toutefois, je ne connais pas leur ça formation, dépend je de ne leur connais pas âge. leurs aptitudes. Mais le témoin est assez jeune. C'est délicat. Maintenant, c'est délicat, justement. Je me dis... Ça il dépend serait déjà de peut-être l'âge de la pas- victime. De toutes les façons, il y a des institutions, il y a des organismes qui prennent soin de ce genre de personnes qui sont victimes. Aujourd'hui, il y en a plein qui prennent soin des victimes. Donc, que la situation financière ne les effraie pas de se demander qu'est-ce qu'on deviendra après avoir dénoncé notre honte. Oui. Qui perdent d'abord la dénonciation, on verra après. Et partons ce que ça de va là. donner. Partons de là, parce que c'est très important. Sinon, ce phénomène risque de se répéter plusieurs fois dans cette maison et ça ira en pire. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir dénoncer donc d'abord et après de se confier à une institution ou encore à un organisme qui pourra donc les récupérer et prendre soin d'eux ou d'elles. Voilà. Alors, nous demandons à nos très chers téléspectateurs de nous envoyer leurs apports par rapport à la situation, par rapport à ce qui se pose comme problème. Et nous revenons sur Deadlax. Est-ce que tu as des institutions à nous proposer? D'abord, la première institution étatique que je connais, c'est le ministère de la Promotion de la Femme et enfin j'oublie un peu les autres dénominations, mais voilà, c'est la première institution étatique, d'accord, qui peut aller donc défendre les femmes qui sont en cas de viol ou d'agression, de harcèlement sexuel. À part ça, maintenant, il y a les organismes, il y a certains ONG dont je ne maîtrise pas vraiment les noms et tout, et puis je n'ai pas fait de publicité sur le plateau, désolé. Mais il y a beaucoup d'accord d'institutions et d'organismes d'accord qui sont dans ce genre de situation, enfin qui traitent avec les femmes qui sont dans ce genre de situations. Et je rappelle encore, je le dis encore, c'est important, il faut sensibiliser ceux qui nous suivent actuellement, pas seulement qu'au Togo, mais ailleurs dans les autres pays d'Afrique. Quand vous êtes victime de viol ou d'agression, d'harcèlement sexuel, allez partir à la dénonciation, parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène en fait qui prend de l'ampleur d'une certaine manière, et beaucoup d'institutions étatiques, beaucoup de pays prennent sur eux la peine de pouvoir dénoncer et de mettre des règlements en vigueur. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur d'être jugé par la société, il ne faut pas avoir peur plutôt d'être planté du doigt, d'être stigmatisé et tout. Donc partez d'abord à la dénonciation, même quand vous n'avez pas de preuves, essayez quand même de pouvoir en parler à quelqu'un, on verra de toutes les façons possibles comment il faut vous sortir de ce trou noir là, parce que après c'est des crises d'anxiété, angoisse, peut-être vous irez donc au suicide, qui sait. Beaucoup de femmes, on connaît, sont passées par ces genres de situations et après voilà, on connaît le pire. Donc on ne doit pas laisser passer ce genre de choses. Il y a trop de laisser aller, ce n'est pas bien. Il faut en parler. Elle pourrait même parvenir à tuer leur oncle. Voilà, ça c'est un revers aussi de C'est possible. situation. Ça va lui monter à la tête. Si, c'est un revers de situation où, par après, maintenant, un esprit de vengeance anime la personne se dit, attends, je n'ai pas pu te dénoncer, tu m'as fait subir un truc, je vais me venger. Et cette personne-là va donc à la vengeance. Après, voilà, c'est elle qui devient encore victime de ce qu'elle a vécu il y a quelques mois, il y a quelques années. Alors, très chers témoins, je sais que tu nous suis de près et voilà quelques approches de solutions. Courage surtout et courage à la cousine. On revient juste après l'intermède pour entamer quelque chose d'intéressant. La Rosée matinale, l'univers du savoir. Rosée matinale, l'univers du savoir. La Rosée matinale, l'univers du savoir. Nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée matinale. Nous revenons avec Deadlax. Il nous parle depuis lundi de quelque chose qui vous intéresse. Vous nous en avez parlé et vous n'attendez que ça, n'est-ce pas? Oui, on en parlait. Bonjour, merci de donner cette opportunité-là de vous éclairer d'une certaine manière, parce que je ne suis pas donneur de leçons, c'est vrai. Vous m'avez donné l'opportunité de vous éclairer sur certains points du web. On parlait depuis lundi déjà de ce qu'est influenceur et tout, de marketing influence également. Aujourd'hui, on va prendre un peu notre côté de la chose. Notre côté, c'est quoi? C'est de parler un peu de, chers téléspectateurs, bonjour à vous si vous me suivez actuellement,
pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, on est dans le Web Rose, comme on l'avait annoncé depuis le début de cette émission. Voilà, on est dans le Web Rose. On va parler aujourd'hui de quoi? De ce qu'on appelle les brouteurs ou les anarcheurs, ceux qui en sont donc d'une certaine manière les faux influenceurs. Voilà, c'est un peu cette expression de faux influenceur. On retient donc les expressions, les termes de brouteurs ou encore d'anarcheurs ou d'escrocs en ligne. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'abord, la première question, c'est de vous demander, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà été victime d'escroquerie, d'arnaque en ligne? À moi. Moi aussi, j'ai failli. Quelle a été la forme un peu de cette arnaque? Mais c'était par appel, c'était pas sur Internet, voilà, c'était pas sur les réseaux sociaux. La personne m'avait appelé, que j'avais gagné un prix à Move, un truc comme ça. Vous savez, pendant longtemps, il y avait beaucoup de personnes appelaient les gens et il m'avait demandé de lui envoyer de l'argent pour retirer. Je lui ai dit non. Le bas n'a pas marché sur toi. Ils utilisent tellement de moyens. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'on l'avait appelé pour lui dire que voilà, que son frère était hospitalisé, Oui. qu'il devait envoyer de l'argent. Je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais la personne était inaccessible et tout. Je ne sais vraiment pas comment ils s'y sont pris. Et puis la personne a envoyé de l'argent avant de se rendre compte que c'était de l'arnaque. Il y avait également des trucs de drague sur les réseaux sociaux où vous discutez et puis après la personne te dit qu'elle va t'envoyer ci, elle va t'envoyer ça. Et donc avant de retirer, tu dois envoyer de l'argent. De l'argent et tout. J'ai failli être victime de ça. Heureusement que je n'avais rien pour envoyer. Tu aurais pu envoyer. Ouais. Bon, moi j'ai été victime. Oui. J'ai été victime, c'était sur un site internet qui s'appelle, c'est un site internet qui s'appelle Emploi au Bénin. Donc il y avait une annonce de travail, j'ai postulé pour cette annonce de travail et après j'ai même fait un entretien avec la dame sur Skype. C'était une dame qui prétendait être en France alors qu'elle était en Algérie. Donc l'entretien n'a pas duré, généralement l'entretien dure 30 minutes, mais l'entretien a duré 10 minutes, donc à la fin de l'entretien, la dame m'a donné le salaire vu que c'est un télétravail pour du graphisme. Donc, elle m'a demandé d'envoyer mes coordonnées bancaires pour me faire le virement chaque fin du mois. Donc, j'ai envoyé, heureusement que j'ai 2 comptes bancaires. Donc, j'ai envoyé les coordonnées bancaires de mon compte EcoBank. Et j'ai trouvé après une semaine que mon compte était totalement vidé. Totalement vidé. Heureusement que j'avais créé un nouveau compte. Donc, c'est une expérience pour moi de ne pas faire confiance, même aux emplois sur Internet, surtout les emplois qui parlent de télétravail. Je me rappelle aussi, il y avait une bourse d'études pour le Canada. La personne m'avait demandé de lui envoyer de l'argent. Heureusement que mon papa avait refusé ici. C'est bien de savoir en fait, parce qu'après ce tour de table, vous êtes dans le banc de ce que je vais vous dire. Il y a pratiquement 4, 5 ou 6, si on peut le dire en maximum, d'arnaques en ligne ou d'escroquerie. On va parler un peu de tout ça, vous vous retrouvez dedans. Il y a d'abord l'escroquerie à l'offre d'emploi, ce dont tu as été victime. Ensuite, il y a l'escroquerie à la loterie, ce dont tu parles aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hameçonnage ou le phishing. C'est des expressions, c'est des formes d'arnaque sur les réseaux sociaux. Et puis il y a l'arnaque à la nigériane. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment les Nigériens qui le font. Beaucoup se sont mis à l'œuvre pour le faire. Alors, quand on parle d'abord de l'hameçonnage ou le phishing, qu'est-ce que c'est? C'est en but en fait de pouvoir soutirer vos coordonnées personnelles, comme ce qu'on t'a fait également. On vous demande, c'est comme une institution, une banque d'assurance ou encore une institution étatique qui vous demande de leur envoyer vos coordonnées de banque, vos comptes, vos relevés de compte et toutes les informations vous concernant. Et après, vous vous rendez compte qu'une autre personne en fait usurpe de votre identité pour faire autre chose. Ou carrément, on se sert de vos coordonnées pour racler votre compte bancaire. Il y a carrément le piratage également. D'une certaine manière, c'est de la piraterie, du piratage, si on peut le dire. Bon, beaucoup le disent de la façon dont ils peuvent. Vous voyez un peu. Donc ça, on appelle ça l'hameçonnage ou le phishing. Et beaucoup ont été déjà victimes de ça. Parce que ça vous met en confiance quand vous voyez donc le logo de votre banque, de votre assurance, de votre institution et tout. Là, il y a un message qui est en train de passer. Vous allez voir, la personne dit « Je suis le fils du président qui a été assassiné à l'écran. Mon père m'a laissé une fortune colossale. Mais je suis poursuivi par le régime en place dans mon pays. Pouvez-vous m'aider donc à mettre cet argent en sécurité? En échange, vous recevez 10% de la somme. »
Voilà, ça c'est le type d'arnaque qu'on appelle donc la narque à la nigériane. La personne prétend être le fils d'un président qui a été assassiné et donc qui dispose d'une fortune et tout. Le second message que vous voyez à l'écran, la personne dit: malheureusement, nous devons chaque année faire face à des pratiques malveillantes. Donc l'appel téléphonique qui vous promet de rapidement devenir millionnaire ne vient pas de la loterie nationale. Ces emails étranges dans lesquels vous sont demandés vos données bancaires en échange d'un gros lot ne sont pas envoyés de chez nous. Ça aussi, c'est une forme d'arnaque en fait qui vous rassure de cette manière. En réalité, la personne derrière ce mail va vous arnaquer. Voilà un peu. Voilà un peu. Donc c'est des formes en fait de messages que vous avez dans vos téléphones, dans vos mails, sur vos comptes, réseaux sociaux et tout. Et vous avez confiance à ce genre de personnes-là. À la nigériane également, il y a ces arnaques-là qui vous disent que la personne est au Canada. Ça, c'est comment? Tout le monde a appris ce genre de choses. Je suis au Canada, j'ai des colis au Bénin ou dans un pays. Je suis parti et puis voilà, j'ai confiance en toi. Je souhaite que tu ailles récupérer ce genre de colis. Et il faut que tu envoies une somme pour qu'on puisse se transférer et tout. C'est de l'arnaque pure, à l'état pur. Grâce à leurs arnaques, et donc, les brouteurs, comme on les appelle ici, ont eux les moyens de vivre dans un logement individuel. C'est le cas de Richard. Il officie depuis l'âge de 11 ans. Il nous emmène chez lui pour nous montrer sa réussite. Bon, voilà, vous êtes chez moi là. Ici, c'est grâce au bouchage que j'ai pu de l'offrir. Grâce à l'argent escroqué, il loue seul cet appartement et s'est offert tout le confort moderne. Télévision par satellite, meubles, frigo, chambre confortable, 2 téléphones portables. Des biens que possèdent peu de jeunes gens de son âge. Il a même acheté un ordinateur pour pratiquer ses vols à domicile. Ça représente combien d'argent? Tout ça peut faire 3 millions, 4 millions, ça. Tout. L'ameublement. Je me suis offert un terrain à 3 millions. Étant assis pendant 12 heures, 3 heures, 12 heures, 16 heures par là, sur un climatiseur en plus, chez toi à la maison, tu peux te faire 1 million, 2 millions. Bon, ça vaut la peine, hein, tu vois. Sachant que tu vas partir faire 3 jours, 4 jours, par exemple, pour marcher, pour gagner seulement que 5 000 francs. À partir de cet argent-là, on arrive à se soigner. On arrive à se nourrir soi-même. On arrive à aider aussi les parents, on arrive à épargner aussi. Tu vois, c'est un mal nécessaire en fait. Un mal nécessaire. Et ton projet d'avenir, c'est quoi? Un vrai palace pour moi seul. Voilà. Quand tu auras un vrai palace, tu auras vraiment... C'est que l'argent, c'est beaucoup. C'est zéro comme ça. Ça, tu vois. Ça devient beaucoup. Ces hommes utilisent toujours de fausses identités. Alors comment font-ils pour percevoir l'argent? Richard a accepté de nous le montrer. Il fait payer ses victimes via Western Union, la première société de transfert d'argent au monde. Mais il ne se rend pas dans n'importe quelle agence. Ici, c'est maquis des brouteurs. Voilà, on appelle ça le choco. Tu vois bien? Celle qu'il utilise est située dans un quartier d'Abidjan, très fréquenté par les escrocs. Elle ressemble à celle-ci. Et l'avantage, c'est que Richard a des alliés dans la place, la guichetière et le gardien. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous avons envoyé ici 100 € à un destinataire fictif. Seulement muni de ce bout de papier, où est inscrit le numéro de la transaction, Richard va tenter de retirer la somme. Alors que la guichetière devrait en principe exiger une pièce d'identité avec le nom du destinataire, elle lui donne les billets sans aucune vérification. Et pour cause, elle garde une partie de l'argent pour elle. Faut du travail. Hein? Richard sait aussi s'attirer la bienveillance du gardien, à qui il glisse quelques billets directement dans sa poche. D'après Richard, mais aussi Oscar et Youssouf, cette corruption est la règle pour tous ces escrocs. L'argent généré par ces arnaques profite aussi à certains employés de ces agences. Combien tu avais au départ? Ils ont pris le guichetier a pris 20 000, le gardien a pris 10 000, et voilà le reste. Toi, quand je récupère 30 000 francs. Ça, c'est le business, c'est du gagnant-gagnant, personne ne perd. Personne ne perd, dit-il.
sauf ceux qui envoient de l'argent depuis la France. Chaque année, les victimes se comptent par milliers et elles ont bien du mal à se faire entendre par la justice française. Et c'est qui ça? 98 000. Hé hé. Oui, allô. Bonjour mon frère, excusez-moi de vous déranger. C'est qui? En fait, je me suis trompé et j'ai envoyé de l'argent par erreur sur votre numéro. Donc c'est une erreur. Oui mon frère, c'est la panique. Je suis en voyage, on dit que ma fille est hospitalisée, elle est gravement malade. Là j'ai envoyé de l'argent à ma femme et puis je me suis trompé. Je n'ai plus rien sur moi. Sinon pas l'argent la nuit là. Ma fille risque de mourir. Faites-le pour Dieu mon frère. Bon, d'accord, je vais vous renvoyer ça. Oh frère, merci, soyez bénis frère. Merci pour votre bon cœur. C'est 98 000 que j'ai envoyé. Prenez 20 000 francs dedans pour votre dérangement. 20 000, hein? Merci beaucoup, mon frère. Si tu essaies de lui renvoyer ça. Bon, d'accord. Je vais voir combien il y a sur mon compte d'abord parce que j'avais déjà un peu d'argent là. Non, faut même pas faire ça. C'est un arnaqueur, un voleur. Il a lancé une demande de débit sur ton compte. C'est comme si tu voulais envoyer de l'argent à quelqu'un. Et toi, là, si tu mets ton code secret, tu valides le transfert. Et puis c'est à lui que tu envoies l'argent. Aïe, facilement comme ça. Oui, plusieurs personnes se sont fait avoir. Ces arnaqueurs ont des puces spéciales qui servent en principe aux agences de transfert d'argent. Et ils savent combien vous avez sur votre compte. Ils ont juste besoin que vous entriez votre code secret. D'accord. Donc, quand quelqu'un m'appelle comme ça, envoie un SMS, je vérifie pas mon solde, je lui ramène pas l'argent. Mais si c'est vrai, ça peut arriver qu'une personne se trompe vraiment. Dites-lui simplement d'aller dans une agence. Ils vont régler ça directement. L'opérateur a toutes les transactions. Ils pourront récupérer son argent sans vous appeler si jamais c'est vrai. Chia! Donc le gars allait prendre mon argent comme ça. Bon voilà, Web Rose est leçon de vie sur Internet. Il faut quand même être vigilant pour ce genre de situation. Prenez le temps de lire les messages, essayez de pouvoir comprendre un peu ce que la personne veut. Parlez-en à quelqu'un, histoire de ne pas être attaqué, éviter les pièges. Voilà. Merci Deadlax. Merci à très chers téléspectateurs de nous avoir suivis de près. Nous voilà à la fin de l'émission et nous nous retrouvons demain à 6h30 de 6h à 7h30 pour de purs délices, comme d'habitude. Bonne journée.